Vous écoutez France Culture. Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi tous les dimanches matin et soir, 6h30, 23h30, pour encadrer votre journée à l'écoute de France Culture. 101 sonnets pour un amour frondeur par Francis Combes. Le béret a sorti à l'aubépine rouge, Oui. c'est fait exprès. J'avais acheté un béret rouge comme ça au musée de la Beat Generation à San Francisco, parce que j'avais été invité au festival de la poésie là-bas, et puis je l'ai perdu. Donc je n'ai eu de cesse de retrouver un béret coquelicot de ce genre. Voilà. Francis Combes, ce n'est pas l'éditeur du Temps des Cerises, en dépit de la couleur rouge de votre béret, que nous recevons aujourd'hui, quoique nous en reparlerons bien sûr ensuite. C'est l'auteur qui publie aux éditions Le Préau des Collines 101 sonnets pour un amour frondeur, sous le titre L'Aubépine. Pourquoi diable cette fleur-là, cette fleur des taillis qui va débouler au sonnet 57, si ce n'est parce qu'elle marie l'épine à l'aube, mais ça ne suffit pas pour Oui. en faire un titre de recueil. Le mot aubépine a en effet hanté la poésie française. C'est un mot qu'aimaient déjà les poètes occitans du XIIe siècle, à cause de la présence de l'aube certainement. C'est une simple fleur des taillis, une belle fleur quand même, résistante, qui est aussi associée à une histoire, y compris une histoire sociale qui me tient à cœur. On raconte que lors de la manifestation de Fourmies, où l'armée française avait utilisé les fusils Lebel et les avait testés contre la foule, ils ont tué une jeune manifestante qui brandissait un rameau d'aubépine. Bon, pour moi, l'aubépine a quelque chose à voir avec le refus, avec l'insoumission, avec une fleur d'un arbuste résistant, piquant et qui est belle. Il y a si longtemps qu'écrivent les poètes, aube, pastourelle, rondeau, sonnet d'amour. Attends chanter l'amour, à la fin c'est assez, pensent certains. La chose est pour eux dépassée. Le lyrisme à leurs yeux est un type à descendre, à coller contre un mur pour s'en débarrasser. Mais il a la vie dure, et il nous survivra. Et ceux-là qui l'enterrent seront vite oubliés. Ils peuvent toujours dire défense d'afficher en vers des sentiments ou des idées, qu'importe. L'amour, la poésie, des interdits se fichent. Leurs vers seront depuis longtemps bouffés au vers, qu'il s'écrira toujours des poèmes d'amour, car le désir toujours de ses cendres renaît. Alors qu'est-ce qui l'emporte, Francis Combes, et qui fait que votre exemplaire personnel de l'aubépine est peuplé de post-it orange et jaune? Quels sont ces poèmes-là? Donc il y a 101 sonnets, pour rester dans l'ancestral et dans les formes classiques que vous semblez avoir dispatché. Enfin, il y a vos préférences là derrière chaque post-it. Oui, enfin c'est quelques poèmes préférés, parce que on fait toujours des choix, notamment quand on se livre à une lecture publique. J'ai utilisé cette forme du sonnet en la modifiant un peu quand même. Puisqu'il n'y a pas quatrain et tercé, mais il n'y a que des distiques. C'est un simple changement de disposition. Le sonnet est évidemment une forme très ancienne et très fréquentée par les poètes français. Curieusement, je note d'ailleurs que aujourd'hui même, où on a vécu un grand bouleversement formel de la poésie, le sonnet est toujours une forme qui attire. Et en le disposant de cette manière, par une succession de 7 distiques, je laisse un peu d'air circuler entre les vers, un peu d'espace passer. Le sonnet est une forme close, et je crois que disposé ainsi, même si ça reste un tout, ça devient une forme ouverte. Et donc il peut se dessiner d'un sonnet à l'autre comme une sorte de chant continu, qui est en même temps une réflexion sur l'amour, évidemment,
Ce sont des sonnets d'amour, délibérément, et en même temps une réflexion sur la poésie amoureuse. Et c'est votre façon aussi, Francis Combes, de jouer les frondeurs, et pour faire un peu telle cette femme moderne qui prend l'avion et la parole aussi, et à laquelle ces 101 poèmes sont dédiés. C'est une manière de la jouer plus contemporain, tout en restant attaché à la forme Frondeur. antique du sonnet. Oui. Quand j'ai mis cet adjectif assez sonné, j'avoue que, comme très souvent d'ailleurs, quand vous vient une image, vous n'en savez pas tout à fait les tenants, les aboutissants. Le mot s'impose. Et pour moi, le mot frondeur s'est imposé. Je crois que ça renvoie sans doute au fait que la femme avec qui je partage ma vie et que j'aime depuis des années est aussi une femme battante, une femme qui est habituée à lutter. Ça n'est pas une femme résignée et silencieuse. Elle est frondeuse. Et puis peut-être que le fait d'écrire aujourd'hui des poèmes d'amour, c'est une façon d'enfreindre quelques tabous, quelques interdits qui prétendraient que la poésie lyrique a fait son temps, que la poésie amoureuse a fait son temps. Moi, je crois qu'il s'écrira des poèmes d'amour quand nous ne serons plus là. Et tant mieux, tant mieux. D'autant que la poésie amoureuse non seulement exprime des sentiments personnels, ceux du poète, quand ça n'est pas un simple exercice littéraire, mais c'est aussi une façon de parler de l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes, la figure de l'amour. Hein. Et donc c'est aussi une réflexion. Quand on écrit un poème d'amour aujourd'hui, on l'écrit dans une suite qui va en effet des troubadours aux poètes surréalistes, et on s'inscrit dans cette histoire, pour une part en assumant l'héritage, pour une part aussi en le contredisant sur un certain nombre de points. Le vent passe en tremblant dans les branches, ce ver me hante depuis bien longtemps. Dans les bras des arbres le vent chante, cela remue à la cime des cœurs. Sur la terre, tout ce qui vit remue, et ce qui bouge doucement m'émeut. Nous aimerions toujours nous tenir, tous deux ensemble au sommet de nous-mêmes, malgré les vents forts qui nous balancent, en oscillant, mais en nous tenant droit, souple, du moins tant que nous pouvons, les pieds sur terre, et ferme si possible, pour accueillir la douceur des brises et surmonter les courants d'air contraires. Il y a un vers quelque part, Francis Combes, qui dit « Nous sommes si nombreux à nous penser uniques », avec le « unique » au pluriel. Est-ce qu'il faut un grain de folie ou pas mal de courage pour publier un tel livre en se la jouant frondeur ? En tout cas, je pense que il y a quelque chose de très important qui se joue dans la poésie d'aujourd'hui, en particulier en France, d'après un certain nombre de recueils que je peux lire, d'écritures poétiques que je connais. Je pense que ce qui se joue, en partie, c'est la figure de l'individu. Vous savez, on a souvent fait remonter la modernité en poésie à la formule de Rimbaud « Je est un autre ». Eh bien, chez un certain nombre de poètes d'aujourd'hui, on se rend compte que je est tous les autres, ou l'autre est aussi un je. C'est-à-dire que nous sommes tous uniques et en vérité tous très semblables les uns aux autres, avec à peu près le même paquet de rêves, de secrets, de fantasmes. C'est-à-dire que je pense d'ailleurs que c'est ce qui fonde la possibilité du poème et de son partage, tout simplement, c'est que nous ne sommes pas si différents que ça les uns des autres, même si chacun a une histoire singulière. Et peut-être que ce qui se joue dans la poésie, et j'essaie d'y participer avec mes sonnets frondeurs, c'est le dépassement d'un certain individualisme dans la relation amoureuse, mais aussi dans la vie sociale. C'est ce qui se joue également, Francis Combes, sur votre blog internet, enfin votre site dit Unblog, où il est écrit poésie d'utilité publique. Oui, c'est une proclamation très... Qu'est-ce que ça veut dire, la poésie d'utilité publique ? C'est cette idée qu'en fait, il faudrait déclarer la poésie d'utilité publique dans une société et un monde absolument noyé dans ce que Marx appelait les eaux glacées du calcul égoïste.
les gens ont besoin, et je crois que c'est légitime, d'une parole qui soit à la fois vraie et sensible, à la fois consciente et folle, réaliste et imaginative, d'une parole qui soit à la fois très personnelle, très intime, comme l'est la poésie, et en même temps universelle, partageable. Et j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Je pense que ça répond à un véritable besoin. Il y a un besoin de poésie aujourd'hui. Il y a un besoin de poésie. Vous savez, pendant 15 ans, avec le poète Gérard Cartier, je me suis occupé d'afficher des poèmes dans le métro parisien. Et ce que j'ai appris pendant cette campagne de 15 ans, qui n'était donc pas tout à fait éphémère, c'est que le besoin de poésie est irrépressible, il est profond. Il est invisible en temps ordinaire, quand on écoute, qu'on regarde les grands médias, qu'on lit la presse, la poésie a très peu de place, et même dans les boutiques, dans les magasins, dans les librairies. Et pourtant, le nombre de gens qui écrivent chez eux, qui écrivent de la poésie parce que c'est un besoin pour eux, qui souvent, malheureusement, ne lisent pas les poètes d'aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose de très remarquable, ce besoin de la parole poétique, dans une société où on pourrait penser que la poésie n'a plus guère de place. Malgré les années, l'oubli, le calendrier, l'irrémédiable chute des étoiles filantes, la petite rivière à la source enfantine est toujours à sa place et murmure toujours. Cachée sous le feuillage au creux de la vallée, elle court, elle coule, fraîche entre les rochers, si vive et transparente comme au premier jour. Je la retrouve, lisse et glisse dans son lit. Ses berges sont jonchées de chatons de pollen. En surface, éternelle danse les éphémères. Comme autrefois les goujons nous frôlent les jambes, c'est là l'endroit secret dont je t'avais parlé. Regarde, au fond, il s'y cache encore un trésor, petit galet, dormant dans l'eau, menu monnaie. C'est une évocation assez précise d'un lieu qui se situe quelque part dans les Cévennes, où j'ai passé mon enfance. Une petite rivière, en effet, cachée dans une vallée, une de ces vallées qui regardent vers le sud, qui s'en vont vers le midi, vers le soleil, à flanc de montagne. Des vallées peuplées de châtaigniers et de quelques rares habitants, mais où j'ai encore beaucoup de souvenirs d'enfance. Et dans le prolongement, Francis Combes, de cette aventure métropolitaine et poétique, de tous ces poèmes plutôt brefs, parce que la contrainte était bien sûr de rentrer dans les petits cadres rectangulaires. Le maximum, c'était d'ailleurs 14 vers, c'est-à-dire un sonnet. Le sonnet était la forme la plus longue que nous pouvions afficher dans le métro, mais c'est déjà pas mal. Vous avez poursuivi avec l'idée des poèmes affiches. Oui. Ça veut dire quoi, un poème affiche qui n'est pas un poème tract, même si le slogan y tient sa part? Oui, le slogan y tient sa part, parce que je pense que la poésie, par son sens de la formule lapidaire, de la formule tout simplement, de l'image, la poésie peut reprendre à la publicité ce que la publicité lui a volé en quelque sorte. Et j'avais en effet lancé l'idée, une sorte d'appel à poètes, pour que nous écrivions les uns et les autres des poèmes affiches, si possible des poèmes réduits à un vers. Et quand j'ai lancé cette idée, sur le coup, il n'y avait pas eu beaucoup de réponses, mais j'en ai écrit un certain nombre. Et je pense que c'est une idée que je vais reprendre, parce que je suis très attaché à cette façon de mettre la poésie sur la place publique. Je trouve qu'il y a une efficacité du poème. Vous savez, quand j'étais étudiant, par exemple, j'ai gardé ce souvenir avec une bande de copains. Nous avions, dans une période où les murs des facultés étaient couverts d'affiches, mené une campagne d'affichage poétique déjà. Donc ça remonte loin. Hein. Et on avait affiché, par exemple, le vers de Reverdy, « Pour que la terre tourne, il faut beaucoup marcher ». Ou celui de Mayakovsky, « Attrape l'avenir par les ouïes, camarade ». Ou alors, des vers de René Char, « Vous serez une part de la saveur du fruit ». Ou même un vers terrible qui dit « Je connais des hommes toujours en avance sur leurs excréments ».
Ce sont des formules chocs qui éveillent, d'abord qui provoquent la surprise, qui rompent avec la monotonie du langage quotidien, du langage usé des mots, et puis qui peuvent susciter la rêverie et la réflexion. Je pense que la rêverie, c'est une des grandes facultés de l'esprit humain. Vous savez, les surréalistes s'intéressaient beaucoup aux rêves endormis. Peut-être faut-il que les poètes s'intéressent plus aujourd'hui. En tout cas, ça me paraît être un champ immense aux rêves éveillés. Voici le débat de cœur et de sexe qu'ici nous reproduisons son complexe. Le cœur. Sans moi, tu n'as pas de valeur. Pire, tu serais volontiers destructeur. Tu pourrais être violent, malotru. En vérité, tu ne penses qu'au cul. Le sexe. Au cul, non, je proteste, je pense au cul, oui, et à tout le reste. Les seins, la bouche, le cou, les pieds, les fesses. Le cœur. Mal appris, viens que je te dresse. Le sexe. Me dresser, c'est ce que je fais. Le cœur. De toi, je pourrais me passer. Le sexe. Et moi, on peut jouir sans aimer. Les deux. Allons, faisons plutôt la paix. En fait, c'est la reprise d'une forme très ancienne de poésie. C'est pour vous dédouaner. Hein c'est la culture. Non, mais en vérité, c'est une question qui se pose toujours, le rapport entre le sentiment et le sexe. Et à la fois, ce sont deux choses séparées, un peu comme la politique et la poésie. Mais quand elles peuvent se retrouver, c'est pas mal. Le philosophe Ernst Bloch nous avait un peu indiqué cette piste-là. C'est sur cette même voie, Francis Combes, du rêve les yeux grands ouverts, que vous avez fondé en 1993 les éditions du Temps des Cerises avec quelques pas mal comparses. d'auteurs, oui, bien sûr. Il y avait des romanciers comme Georges Amado, le romancier brésilien, Pierre Bourjade, Gilles Perrault, Roger Bordier, et puis des poètes, Eugène Guilvic, qui a été un poète qui a joué un rôle important, évidemment, parmi les fondateurs de notre maison d'édition, et que j'allais souvent visiter. J'aimais beaucoup parler avec Eugène Guilvic, parce que cet homme avait une bonhomie, une simplicité, beaucoup d'humour, et on se rendait compte souvent après coup qu'il vous avait dit sur la poésie des choses d'une profondeur extrême, et en même temps d'une très grande simplicité. Puis il y a d'autres poètes qui ont participé à la fondation de la maison. Il y a Jean-Pierre Siméon qui s'occupe du Printemps des poètes. Il y a aussi Gérard Cartier qui était mon complice métropolitain, ou le poète Jacques Gaucheron qui est décédé maintenant, qui était l'un des derniers poètes de la génération des poètes de la Résistance. Et donc cette maison d'édition continue vaillamment son petit bout de chemin. Et le Temps des Cerises, c'est comme l'aubépine et c'est comme le coquelicot aussi, qui était la marque du sang sur le cœur. C'est comme vous le savez bien sûr, c'est à la fois une chanson d'amour, une pastorale, disait Jean-Baptiste Clément, son auteur. Et c'était même une chanson à succès avant la Commune de Paris. Et il s'est passé cette aventure singulière que sans qu'il eût besoin d'en changer le moindre mot, après la défaite de la Commune et les massacres de la Semaine sanglante, c'est devenu une sorte de chant, d'hymne de ralliement des révolutionnaires vaincus, parce qu'on pouvait la lire avec un deuxième sens, un double sens. La poésie se prête souvent à ces lectures à double sens, parce que la vie est compliquée, et finalement, c'est une vérité du poème que de dire cette étrangeté de la vie. Le Temps des Cerises aura bientôt 20 ans. Absolument. 20 ans de publication et d'anthologie, et de poètes, oui. et de voix qui durent. Au rythme d'une 50aine de livres par an. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme. Ce qui est trop. Ce qui est beaucoup trop. Voilà, ce qui est beaucoup trop. Enfin, on a du mal à se réfréner. Et pour ce qui est des poètes, on a publié des poètes comme Paul Éluard, Pablo Neruda, ses poèmes de jeunesse, par exemple, et aussi Cummings, et aussi Mayakovsky, et aussi, là, viennent de paraître 2 livres du poète nicaraguayen Ernesto Cardenal, qui est un formidable poète, moine trappiste, guérillero, connu pour ses épigrammes amoureuses, ce qui est quand même singulier pour un moine trappiste, figure de la théologie de la libération, et l'un des créateurs de tout un courant poétique en Amérique latine qui s'appelle l'extériorisme. Voilà, donc on publie beaucoup de poètes étrangers. On a une sorte de prédilection pour la poésie étrangère. Peut-être parce que
c'est en se frottant aux poésies étrangères que l'on élargit notre propre champ de vision. Et puis parce que chez ces poètes, nous trouvons ce qui nous tient à cœur, par-delà la très grande diversité des styles d'écriture, c'est une poésie fraternelle, une poésie qui, comme le dirait Nazim Hikmet, s'intéresse aux paysages humains. Voilà. Et nous avons fait ça aussi avec des poètes contemporains, des poètes vivants en France. Il y en a plein. Je pense à un jeune poète qui s'appelle Jean-Luc Despax, par exemple, ou à une poétesse arabe d'origine syrienne qui habite actuellement à Paris, qui s'appelle Maram Al-Masri. Voilà. C'est toujours... Ce qui nous intéresse, c'est quand finalement, la poésie, c'est peut-être aujourd'hui, en tout cas, ce moment où l'on éprouve, où l'on ressent l'humanité qui est en nous et cette possibilité de partage avec les autres. Donc on est très loin d'une conception de la poésie qui la résumerait à une sorte de mathématique du langage, même si la mathématique peut rentrer dans cette affaire. Aux femmes de chambre de l'hôtel Gouverneur. Merci à vous qui poussez chaque jour dans les couloirs des montagnes de blancheur. Merci à vous qui récurez les crevasses de la salle de bain pour qu'elles soient à nouveau claires et fraîches comme un glacier. Merci à vous qui changez tous les matins la neige de nos draps. Et merci pour ces sourires que nous croisons de temps en temps et pour lesquels vous n'êtes pas payés. Le monde où nous vivons et où vous vivez est une chambre d'hôtel où il y a beaucoup de ménage à faire. Dans cette géométrie de l'espace poétique, Francis Combes, il n'y a guère vos livres autant qu'il fait. La délicatesse de l'éditeur vous pousse à publier ailleurs. À main droite, vous avez deux, trois livres qui proviennent des écrits des Forges et d'autres maisons sœurs ou voisines. Il se trouve que j'avais un ami et poète qui était mon premier éditeur, qui s'appelait Jean Marcenac, qui était un compagnon d'Éluard et un grand ami de Neruda. Il me disait toujours, il ne faut pas trop écrire. Je serais tenté de penser qu'il avait raison. Je pense qu'il avait raison, parce que je crois qu'il vaut mieux qu'un poème soit vécu avant d'être écrit. Ça ne sert à rien d'écrire des poèmes à la queue leu. Mais je suis resté un certain temps sans publier, et là, le hasard de la vie fait que je viens de publier coup sur coup 3 livres, un recueil de poèmes bachiques chez un petit éditeur qui s'appelle Le Petit Pavé. Il se trouve que dans mes activités inavouables, j'ai planté une vigne et je fais du vin. Si, c'est dit dans l'Aubépine. Il y a de la vigne qui l'emporte sur le pétrole. Voilà, et ça m'a conduit à m'intéresser à la poésie bachique, qui est bien délaissée aujourd'hui. Et pourtant, c'est une forme de poésie évidemment légère, mais qui permet d'aborder des sujets sérieux, parfois graves. En tout cas, la vie, la mort, la liberté, le désir, l'amour. Ça s'appelle Le vin des hirondelles. Le vin des hirondelles, aux éditions du Petit Pavé. Et un autre livre vient de m'arriver du Québec. Il s'appelle justement Poèmes du Nouveau Monde. Ce sont des poèmes de voyage aux États-Unis, à San Francisco, au Mexique, au Québec notamment. Le Québec, ce sont les écrits des Forges. Absolument. Comme éditeur. Et c'est les organisateurs d'un grand festival de poésie qui a lieu chaque année lors de l'automne, l'été indien, à Trois-Rivières, au bord de ce formidable fleuve qu'est le Saint-Laurent. On the way back, c'est en revenant de San Francisco, après le festival de poésie où j'avais été invité. Aujourd'hui, 30 juillet 2009, étant dans ma 57e année, de retour du festival de poésie de San Francisco, n'ayant jamais, malgré les années et les combats, tué en moi l'adolescent amoureux, je survole les États-Unis, aux côtés de celle que j'aime. Le temps est clair, avec quelques turbulences. Dans mon verre, le jus de tomate et les glaçons sont comme un iceberg de pureté dans une mer de sang que je bois lentement.
Même si parfois je me laisse aller à somnoler, je ne veux pas me coller de masque sur les yeux pour dormir. Le voyage est long, mais la vie est courte. Du monde, je veux dire la laideur et la beauté, car depuis longtemps j'ai pris parti pour la vie et pour la joie. Le poète a en charge la propagande du bonheur. Qu'est-ce que ça se raconte des poètes entre eux lorsqu'ils sont à un festival de poésie, que ce soit San Francisco, Trois-Rivières ou quelque part dans les Cévennes? Aussi étonnant que ça paraisse, on parle beaucoup de poésie. En tout cas avec ceux avec qui on se sent en affinité, parce qu'évidemment, on n'a pas forcément d'atome crochu avec tous les poètes que l'on rencontre. Il y a beaucoup de poètes, il n'y en a pas forcément toujours beaucoup qui vous touchent, qui vous émeuvent. Hein. Mais quand je rencontre un poète qui me touche, c'est comme si je rencontrais quelqu'un que j'ai toujours connu. À San Francisco, par exemple, j'ai rencontré Jack Hirschman. Lui, je le connaissais depuis longtemps. C'est un grand barde nord-américain dans la tradition de Whitman et un grand ami. Mais j'ai fait la connaissance de Lawrence Ferlinghetti, qui est le survivant et un peu, je dirais pas le pape, parce que ça lui conviendrait pas du tout, de la Beat Generation, en tout cas une figure légendaire, fondateur de City Lights. Et écoutez, c'est comme si on s'était connus depuis toujours. On a parlé autour d'un verre de vin, on a parlé politique, on a parlé poésie, on a parlé beaucoup du rapport entre la poésie et la politique, qui sont un peu comme une main gauche et une main droite. Évidemment, l'une et l'autre ne se confondent pas. Il ne suffit pas d'avoir des opinions politiques ou des idées, de toute façon, pour écrire un bon poème. Mais un poème, s'il lui manque cette espèce de conscience civique, sociale, je pense qu'il lui manque beaucoup. L'une de mes figures préférées parmi les poètes, c'est le poète allemand Henry Heine, que j'ai traduit en français. Et justement, je l'aime parce qu'il savait unir à la fois un grand sens lyrique, un grand sens amoureux de la vie, et en même temps un sens satirique, un sens du combat en poésie. Je pense qu'aujourd'hui particulièrement, nous avons besoin de cela. Et pour moi, la poésie devrait être, c'est en tout cas mon idéal personnel, que je ne veux imposer à personne, une sorte de conscience sensible, de sentiment du monde, le sentiment le plus aigu que nous puissions avoir du monde. L'Aubépine, sous-titré 101 sonnets pour un amour frondeur de Francis Combes, est aux éditions Le Préau des Collines. Cette émission est d'ores et déjà en ligne sur le www.franceculture.fr, notre site internet grâce auquel vous pouvez réécouter durant des mois, mais aussi et surtout plébisciter, télécharger et ainsi conserver les émissions sur toutes sortes d'ordinateurs, tablettes et autres baladeurs. Ça rime à quoi ? En multidiffusion à 6h30 et 23h30 tous les dimanches sur France Culture. Michel Mestre, Anne de Biran, Patrick Molinier, Sophie Nolot.